On va pouvoir commencer ce webinaire. Donc, je suis Aurélien Codet-de-Boisse, le cofondateur d'Iterop. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous faire une rapide démonstration sur la création d'un premier workflow sous Iterop. Ce webinaire est enregistré et sera envoyé à tous les participants en vidéo. Donc, comme ça, si jamais il y a des choses qui vous intéressent et que vous voulez refaire les manipulations suite au webinaire, vous pourrez tout à fait le faire en utilisant la vidéo qui vous sera envoyée à la fin, enfin, après la fin du webinaire. Donc, comme je disais, je suis Aurélien Codet-de-Boisse, le cofondateur d'Iterop. Donc, Iterop, c'est une start-up toulousaine créée en 2013 par donc moi-même et mon associé Nicolas Boissel-Lallier. On est maintenant, donc on a 5 ans, on est 14 salariés, on travaille avec une grosse cinquantaine d'entreprises, petites et grandes entreprises. Et notre objectif, c'est de faire du BPM et donc d'automatiser les processus métiers et les workflows d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on s'est rendu compte que notre constat, c'est que de nombreux processus d'entreprise sont souvent mal gérés. Les deux grandes douleurs, on va dire, d'une entreprise au niveau des processus mal gérés, c'est la perte de temps. On le sait tous, on a souvent des problématiques de double saisie, d'informations manquantes, d'erreurs dans les saisies, et aussi des problématiques de manque de suivi. Le manque de suivi qui entraîne des pertes de dossiers, qui entraîne la difficulté de respecter des dates butoirs et toutes ces choses qui nous embêtent au quotidien dans les entreprises dont les processus sont mal gérés. Ça entraîne 3 pertes, on va dire, directes pour l'entreprise. Une perte de motivation avant tout. Quand on est dans une entreprise dans laquelle les processus sont mal gérés, on perd en motivation quand on se rend compte qu'en fait on fait quelque chose puis qu'après c'est pas suivi. On perd de la motivation. On perd de la compétitivité aussi, bien entendu. Parce que quand un processus est mal orchestré, ça va moins vite, ça va pas assez vite, et donc on perd en compétitivité. Et enfin, quelque chose que l'on ressent rarement et qu'il est difficile de toucher du doigt, c'est la perte d'image. La perte d'image, en gros, c'est la non-qualité d'un processus. Si vous travaillez avec des clients, ce qui, pour la plupart des entreprises, est le cas quand même, un processus mal géré, votre client n'aura pas forcément les bonnes informations au bon moment, ne sera pas tenu au courant de l'état d'avancement de ses dossiers, de ses fabrications et ainsi de suite. Et ça, c'est une vraie perte d'image. On prend souvent l'exemple de la commande de photos perso. On est souvent très content quand on a un mail qui nous dit ça y est, votre commande a été imprimée, ça y est, votre commande a été expédiée, ça y est, votre commande est arrivée au point relais. Et ça, c'est une preuve que les processus sont bien gérés quand on a ce genre d'informations. Et ça fait une belle image. Si vous commandez des photos et que vous recevez seulement votre photo 3 semaines plus tard et qu'on vous a rien dit, ça va pas vous plaire et vous allez plutôt chercher un prestataire qui va vous donner plus d'informations et suivre le processus. Donc c'est pour ça en fait que nous on a mis en œuvre notre solution pour pouvoir donc gagner en motivation, gagner en compétitivité et gagner en image extérieure et interne d'ailleurs. Au sein des différentes entreprises. Donc plutôt que des grands slides et des grands blabla, je vais plutôt vous faire une démonstration de ce qu'est Iterop et de la mise en œuvre d'un premier processus sur Iterop. Donc pour cela, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une nouvelle instance d'Iterop. J'espère que tout le monde voit bien mon partage d'écran. Alors, je vais me mettre en plein écran, me demande de me mettre, voilà. Normalement vous devez tous voir mon écran. Donc vous voyez ici en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une instance Iterop, donc comme si j'étais un tout nouveau client sur Iterop, et donc je vais en fait modéliser mon tout premier processus. Donc je vais créer le premier utilisateur Iterop, qui va être en fait l'administrateur, le designer des processus, la personne qui va faire en fait son premier process. Donc là, je vais mettre en login Aurélien, je vais mettre mon prénom, mon nom, l'adresse mail. Donc je vais mettre une adresse mail que l'on utilise pour les démonstrations, comme ça je pourrais vous montrer les emails qui partent d'Iterop. Et donc je vais me créer mon accès. Donc on
ne va pas charger les données de démonstration, mais il est tout à fait possible si jamais certains d'entre vous souhaitent avoir ensuite un accès, donc on pourra vous créer une instance, on a 30 jours d'essai gratuit sur Iterop, donc on pourra vous créer cette instance-là. Vous pourrez charger les données de démonstration qui permettent en fait d'avoir 4 processus qui tournent déjà et qui vous permettent de vous amuser avec. Voilà. Donc là, si je commence, je vais créer l'utilisateur et donc je vais désormais me connecter à Iterop. Donc vous allez voir que à la première connexion à Iterop, on a un certain nombre de fenêtres qui s'affichent. Tout simplement ici, ce sont des fenêtres légales, typiquement liées au RGPD, donc avec un certain nombre de cases à cocher, hein, comme dans beaucoup de logiciels, les politiques de confidentialité, les conditions générales d'utilisation, donc on va accepter. On a aussi un tutoriel par image de comment vous pouvez utiliser Iterop, donc moi je vais le fermer, mais bien entendu, je vous conseille, si vous voulez commander les 30 jours d'essai gratuits, de le lire parce que ça vous donne des informations sur comment fonctionnent les différentes interfaces d'Iterop. Donc là, actuellement, on est dans Iterop Play. Donc Iterop Play, c'est l'endroit où on joue les processus, on les fait avancer. Bien entendu, pour l'instant, j'ai aucune tâche à réaliser, j'ai aucun processus que je peux lancer parce qu'on est sur un Iterop vierge qui n'a aucun processus. Donc je vais immédiatement me rendre dans Iterop Design. Design étant la partie designer du processus. Donc il faut bien comprendre que sur Iterop, on a donc Iterop Play, Iterop Design, vous l'avez compris, qui sont deux interfaces séparées. Tout est entièrement en ligne, ce qui signifie que quand vous designez un processus, vous pouvez le designer d'où vous voulez, à partir du moment où vous avez un navigateur et une connexion Internet. Il n'y a pas d'installation sur une machine, il n'y a pas de déploiement, de choses un peu complexes, de compilation ou autre, tout est entièrement en ligne. C'est un outil 100% SaaS. Donc, je vais créer un nouveau modèle. Donc ici, en fait, on va faire un processus de validation de documents. Donc mon processus, je vais lui donner un nom et directement j'arrive sur le modeler Iterop. Donc le modeler Iterop en fait qui va nous permettre de dessiner le processus. Donc là le dessin qu'on réalise, on dessine en BPMN. Donc c'est une norme qui est très utilisée dans tous les outils de workflow et de BPM. Et cette norme en gros c'est des boîtes et des flèches qui permettent de dessiner comment se passent les différentes actions. Donc je vais commencer en fait par dessiner une première version du processus. Donc ce que vous allez voir, c'est que on va faire assez rapidement une première version du processus, et ensuite on va faire évoluer le processus, parce que c'est tout l'intérêt aussi d'Iterop, c'est qu'un processus n'est pas fait pour être gravé dans le marbre, ce qui signifie que on peut faire évoluer un processus, et donc il est très important de bien comprendre que c'est itératif. Tout est itératif chez Iterop, et donc on va avoir cette première version qui va être déployée très rapidement, vous allez le voir, dans 5-10 minutes on aura une version déployée, et ensuite on pourra la faire évoluer. Donc la première étape de ce processus va consister à valider le document. Voilà, donc parce qu'on a un envoi de document, et en fonction de si la personne a validé ou non le document, on va devoir modifier le document. Voilà, modifier le document. Ça va revenir à l'étape de validation si jamais on l'a modifié. Par contre, si la personne a dit OK, c'est bon, je valide, elle va préparer un mail, donc préparer un mail pour le demandeur. Voilà, donc là, elle va préparer le mail. Et puis, un mail va être envoyé. Donc là, vous allez voir, on va utiliser ce que l'on appelle une tâche de service qui consiste à envoyer le mail au demandeur. Voilà. Et le processus est terminé, tout simplement. On peut tout à fait mettre des commentaires sur les différentes étapes du processus. Donc là, par exemple, je vais mettre go no go sur la porte logique. Ici, c'est ce que l'on appelle une logique. Alors, une fois de plus, on est sur une démonstration, on n'est pas sur une formation, donc je vais relativement rapidement. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat, mais on a aussi des tutoriels en ligne, on a aussi des formations, donc l'idée n'est pas de comprendre tout ce qui se passe, mais plus de voir à peu près comment on peut manipuler Iterop. Donc vous voyez là, en fait, on va pouvoir mettre un commentaire. Sur la validation du document, là, on va pouvoir mettre c'est le chef qui valide, voilà. Et là, on va pouvoir mettre, par exemple, sur la fin du processus, il s'agit de la fin du processus. Voilà. C'est juste pour vous montrer qu'il est possible d'annoter en fait le processus avec un certain nombre de choses. On peut toujours modifier le design, si je trouve que c'est plus joli en faisant comme ça, je peux, il n'y a pas de souci, je peux rajouter des angles aux différentes flèches. Donc le modeler est extrêmement malléable. Tout en drag and drop et une fois de plus entièrement en ligne.
Donc là, en fait, je vais sauvegarder mon processus, et donc maintenant, il s'agit de le configurer. Donc, configurer le processus, en fait, ça consiste juste à configurer les étapes, une à la suite des autres, pour expliquer qui fait quoi à quel moment. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. Le déclencheur, en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va commencer par utiliser ce que l'on appelle un identificateur auto-incrémental. Donc c'est un petit peu technique, mais c'est en gros ce qui permettra d'avoir un numéro de la demande. On aurait pu utiliser d'autres types d'identificateurs. Là, on va utiliser le numéro de la demande. Donc ça va être demande numéro 1, demande numéro 2, et ainsi de suite. Ensuite, on va demander le libellé du document. Donc là, vous voyez, en fait, je crée mon formulaire. Au fur et à mesure que je fais que je renseigne les différentes informations, que j'ajoute des champs dans mon formulaire, je crée le formulaire et j'ai une prévisualisation de ce formulaire. Donc là, on va demander le document en question. Donc, le document en question qui est une variable, un formulaire de type fichier. Donc, on va demander un upload, un envoi de fichier dans l'application. Et puis enfin, on va demander un descriptif du document. Pour que la personne puisse dire ben voilà le document qui permet de signifier ça, ça et ça. Voilà. Là, on va le mettre en texte riche. Donc, le texte riche, c'est un type de données chez nous qui permet en fait d'écrire du texte un peu joliment, avec du gras, avec des puces, avec de l'italique, de la couleur et ainsi de suite. Voilà. Vous voyez aussi que j'ai mis ici libellé documents qui sont en obligatoire. Donc, la personne, pour réaliser le formulaire, pour finaliser le formulaire, doivent obligatoirement envoyer quelque chose. Alors que le descriptif du document est facultatif, j'ai pas coché la case obligatoire. Voilà. Donc, à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai configuré le lancement du processus. Donc maintenant, je vais affecter valider le document. Valider le document, comme on l'a dit, c'est le chef qui valide. Donc étant donné que c'est le chef, pour la démonstration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un utilisateur. Donc là, en fait, vous allez voir, je vais créer un utilisateur dont le login va être chef, tout simplement. Donc le prénom chef et le nom chef, voilà. Donc on va aussi mettre l'adresse email de démo, donc interop6externe@gmail.com. Utilisateur, on va fixer un mot de passe. À la création d'utilisateur, d'ailleurs, là je mets un mot de passe. Si je n'avais pas mis de mot de passe, automatiquement ça envoie un mail à l'utilisateur en disant vous venez d'avoir un compte qui a été créé. Voici un mot de passe qui est généré aléatoirement. Donc je reviens dans les modèles, je reconfigure mon processus, je reviens dans la configuration du processus, et là ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de l'affectation, je vais dire en fait, l'affectation c'est le chef. Donc vous voyez, j'ai les deux utilisateurs d'Interop, donc là c'est le chef qui réalise cette tâche. Voilà. Donc là j'ai fait une affectation par utilisateur, on peut tout à fait dans Interop utiliser des affectations par groupe, par utilisateur, et aussi on le verra plus tard, des affectations dynamiques. Donc là je choisis les informations à afficher. Donc les informations affichées, là je vais afficher le libellé du document, le descriptif du document. Bien entendu, dans un processus, on n'a pas tout le temps l'obligation d'afficher à tout le monde toutes les informations du processus. Donc c'est pour ça qu'on décide de ce que l'on affiche à l'utilisateur au moment où il va réaliser la tâche. Donc vous verrez, ça peut vous paraître un peu flou pour l'instant. Vous verrez quand on va déployer le processus, ça prendra tout son sens au niveau des différentes configurations. Ce que je vais faire ici aussi, c'est que dans le formulaire, je vais demander en fait à la personne de valider ou non. Donc, validez-vous le document. Et là, on va dire que c'est un champ de type booléen. Donc, booléen, en fait, c'est oui/non. Hein. Valider, voilà, valider, rejeter. Donc, validez-vous le document. Et puis, ce qu'on va mettre, si jamais la personne refuse, on va mettre la raison du refus. C'est-à-dire qu'on va lui demander de justifier son refus dans le cas où il a refusé le document. On va le rendre obligatoire, mais par contre, ce que l'on va faire ici, c'est que on va mettre une condition d'affichage. C'est-à-dire que la raison du refus n'apparaîtra que si on a cette condition, la condition étant tout simplement que validez-vous le document. Donc vous voyez, en fait, cherchez ça en cliquant, drag and drop, les variables sont automatiquement proposées. Si validez-vous le document est égal à non, alors on va afficher la question qui consiste à rentrer la raison du refus. Ok. Ensuite, on va continuer la configuration tranquillement. Donc là, on arrive sur la porte conditionnelle. Donc la porte conditionnelle, on va remplir la condition vers préparer un mail pour le demandeur. Donc vous comprenez, c'est la condition pour aller à cette étape-là. Donc là, je vais éditer la condition. Et une fois de plus, je vais aller chercher, en fait, validez-vous le document. Donc pour aller vers préparer le mail au demandeur, il faut que validez-vous le document soit égal à oui. Voilà.
j'ai fini de faire ma porte conditionnelle. Voilà. Donc, on va configurer maintenant la modification du document. Donc ici, on va parler d'affectation dynamique, c'est-à-dire que on va affecter dynamiquement cette tâche en disant, ben en fait, c'est la personne qui a lancé le processus. Donc ici, vous voyez, c'est l'acteur de la tâche, le lanceur du processus, qui va réaliser la tâche. Vous imaginez bien que dans la plupart des entreprises, on n'a pas seulement deux utilisateurs, on peut en avoir des centaines, des milliers, et donc on a énormément d'affectation dynamique parce que on va pouvoir en fait dire là c'est dans ce cas de figure, j'affecte à lui, et ainsi de suite. D'où l'intérêt de l'affectation dynamique. Là je vais lui afficher les informations, donc ce qu'on va afficher c'est juste la raison du refus. Et dans le formulaire, ce que je vais faire, c'est que là je vais pas créer des variables, mais je vais lier des variables, c'est-à-dire que je vais remettre le libellé de document, remettre le document en question et remettre le descriptif du document. Voilà. Et donc là, en fait, c'est la même variable que celle qui est lancée à l'initialisation du processus qui se retrouve ici pour pouvoir être modifiée parce que la personne, le chef, n'a pas validé. Ensuite, je vais maintenant configurer la préparation du mail pour le demandeur, donc que je vais affecter au chef. OK. Au niveau des informations à afficher, ben, je vais réafficher le libellé, le document et le descriptif. Et puis dans le formulaire de sortie, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais demander le corps du mail. Donc là, corps du mail, voilà, qui va être un champ de texte riche à nouveau, un texte riche que je vais rendre obligatoire. Donc la personne va pouvoir rédiger son mail comme elle le souhaite. Ce qu'on va faire d'intéressant ici aussi, c'est qu'on va ouvrir automatiquement la tâche quand elle est disponible. Donc ça, c'est une fonction qui est nouvelle dans Interop, qui consiste à dire que si j'ai un même utilisateur qui doit réaliser deux tâches qui s'enchaînent, je peux l'ouvrir automatiquement quand elle est disponible. C'est-à-dire que si la personne valide le document, directement, il va avoir la tâche préparer un mail au demandeur. Pour finir la configuration, je vais décider d'envoyer un mail, donc je sélectionne le service d'envoi de mail. La personne à qui je vais écrire va être le demandeur, donc ici vous voyez je vais utiliser l'email d'un acteur. Donc je vais configurer l'email d'un acteur. Donc là, en fait, je sélectionne le lanceur du processus. OK. Je vais pouvoir mettre dans l'objet le numéro de la demande et le libellé. Voilà. Et configurer le texte qui sera écrit dans l'objet. Donc on va mettre demande numéro et je clique sur le numéro de la demande. On va mettre le libellé du document et on va mettre validation. Et automatiquement, ça va générer le corps de mail qui va, le sujet de mail qui va. Et le corps de mail, on va mettre ce qui vient d'être écrit par le chef. Tout simplement. OK. Là, on a fini de configurer la première version de notre processus. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va le déployer. Et comme ça, on va pouvoir le démarrer à partir d'InterReplay. Donc là, le processus a été déployé, ce qui signifie qu'il est disponible dans InterReplay. Si nécessaire, on pourra vous expliquer tous les droits. Il y a énormément de gestion de droits dans Interop, avec de l'initialisation, de la supervision, du contrôle, etc. Ça, c'est des droits très fins qui permettent à chacun d'avoir les données qui vont bien au bon moment. Donc je me rends maintenant dans InterReplay et je vais pouvoir déclencher le processus. Donc, ce qu'il faut, c'est que on va se connecter en tant que la personne qui peut initier le processus. Et donc, je vais déclencher le processus. Donc, vous voyez ici, là, j'ai plus d'onglets. J'ai des onglets qui se sont rajoutés à gauche. Tout simplement parce que on va avoir, en fait, étant donné qu'on peut maintenant lancer un processus, suivre un processus, etc., on a rajouté ces onglets pour l'utilisateur. En fait, l'idée étant de simplifier la vie des utilisateurs, de ne leur afficher que les onglets auxquels ils ont vraiment un intérêt à avoir accès. Donc je vais lancer le processus de validation de documents. Vous voyez là, en fait, on retrouve le formulaire que j'ai configuré tout à l'heure. Donc libellé du document premier, document à valider. Je vais envoyer un document. Donc là, typiquement, je vais envoyer hop, une plaquette de la solution Interop. Voilà, donc c'est un fichier PDF. Je vais envoyer un descriptif. Donc voici une proposition de la plaquette Interop. Et on va mettre plaquette Interop en gras, voilà, pour que ce soit plus joli. Et je vais démarrer le processus. À partir de ce moment-là, le processus a été démarré. Moi, si je me rends en tant qu'Aurélien dans mes tâches, je n'ai rien à faire. C'est parti en validation au chef, donc moi, je n'ai rien à faire. Par contre, je vais me déconnecter et me connecter en tant que chef. Donc là, le chef se connecte.
Donc il va avoir les différentes fenêtres que vous avez déjà vues tout à l'heure, hein, parce que c'est la première connexion du chef, donc il va accepter les conditions générales d'utilisation, la politique de confidentialité. On va fermer les différents tutoriels. Et vous voyez que là, dans la liste des tâches que le chef doit réaliser, on a bien validé le document. Et on retrouve ici le libellé, mon premier document à valider, la plaquette de la solution Interop, le descriptif des documents. On peut à tout moment prévisualiser le document directement dans l'application. Il n'est pas nécessaire de télécharger le document. Hein, vous voyez, là, on va pouvoir prévisualiser la plaquette Interop. Et on demande, validez-vous le document. Donc là, vous retrouvez en fait ce que l'on a mis en œuvre tout à l'heure au niveau du formulaire. Donc oui ou non. Et là, si on met non, j'ai la case raison du refus qui apparaît. Donc là, on va mettre le document ne me convient pas, par exemple. Ne me convient pas. Finaliser la tâche. Et donc, le chef, connecté en tant que chef, n'a plus aucune tâche à réaliser. Par contre, si je me connecte en tant qu'Aurélien, là, je vais, vous allez le voir très rapidement, je vais avoir une tâche. Donc, vous voyez, là, je retrouve une tâche, modifier le document. Donc, pourquoi modifier le document? Parce que le chef a dit non, et donc, on est revenu à modifier le document. Vous voyez ici qu'on retrouve les raisons du refus, et là, les différentes informations qu'on avait renseignées. Et là, je peux dire, ok, ben, j'envoie pas finalement ce document-là, mais j'envoie un autre document qui va être la plaquette de pourquoi choisir Interop. Voilà. Voilà, on va modifier le descriptif, donc on va mettre voici une proposition de la plaquette Interop, nouvelle version, suite à vos retours, par exemple. Et je finalise la tâche. Et donc là, on pourrait continuer à boucler autant qu'on veut. On va avancer dans le processus, hein, mais c'est pour vous montrer qu'il est tout à fait possible de faire des boucles, des retours et des choses comme ça. Donc là, si je me connecte en tant que chef, je peux maintenant valider le document. Et si je valide le document, finaliser la tâche, directement, j'ai une tâche, préparer un mail pour le demandeur, vous le voyez ici, qui est apparue, parce que c'est la tâche qui suit la validation. Et donc là, je vais rédiger le corps du mail. Donc, merci pour cette version. Vous pouvez désormais la diffuser, par exemple. Et je finalise la tâche. Donc là, le mail va partir. Pendant ce temps, je voulais vous montrer le suivi du processus. Donc, je vais me reconnecter en tant qu'Aurélien, qui est superviseur du processus. Donc, un superviseur de processus peut suivre l'état du processus. Et donc là, en fait, on va voir, vous allez voir dans le suivi, que sur validation de documents, on a en fait dans les processus terminés, parce que maintenant il est terminé, le processus qui est ici. Et ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut voir que donc les tâches en vert, c'est les tâches qui sont déjà passées. Vous voyez en fait ici que on est passé 2 fois sur valider le document, parce qu'on a fait une première fois, puis qu'on est passé à modifier le document, puis qu'on est repassé à valider le document. On peut voir que le mail est bien parti. Et si on se rend dans le détail, on peut voir exactement qui a fait quoi à quel moment. C'est-à-dire qu'à 10h52, la tâche de départ a été déclenchée. À 10h53, le chef a validé, il a dit non, le document ne me convient pas. À 10h54, on a renvoyé une nouvelle version, et ainsi de suite. D'accord? Et donc, maintenant, si je me rends dans mes emails, voilà. Vous voyez que j'ai un mail, demande numéro 1, mon premier document à valider, validation. Et donc là, ce mail-là, vous voyez que merci pour cette version, vous pouvez désormais la diffuser. Donc on retrouve le cœur de mail, ce qui est tout à fait logique, hein, on retrouve exactement ce qui s'est passé. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on est content de ce processus, mais on va vouloir le faire évoluer. Donc on va faire évoluer la version. Il faut bien comprendre que le principe dans Interop, c'est qu'il est tout à fait possible de continuer à faire vivre un processus pendant qu'il est en train d'évoluer. Donc il n'y a aucun arrêt de service, il y a une continuité pour les utilisateurs. Ils se rendent même pas compte qu'il y a eu une évolution. À partir du moment où on va déployer une version 2 d'un processus, ce sera cette version qui sera initialisable par les différents acteurs. Et la version 1, s'il y a des processus qui ont été lancés sur la version 1, finiront sur la version 1. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous montrer une nouvelle fonctionnalité qu'on a dans Interop depuis quelques semaines maintenant. C'est la fonctionnalité, ce que l'on appelle de variable composée. Là, on a décidé d'envoyer un seul document. C'est pratique, mais c'est un peu simpliste. Donc là, on va créer une variable composée, donc qui va être une liste de documents. Hop, liste de documents. Une variable composée que l'on va rendre obligatoire, hein, on est obligé d'envoyer au moins un document. Et là, vous voyez, en fait, on crée un tableau, donc vous allez voir que le tableau va prendre au fur et à mesure. Donc on va mettre exactement les mêmes variables, donc libellé qui va être obligatoire,
fichier qui va être lui aussi obligatoire et de type fichier. Et enfin, descriptif, qui va être un champ de texte riche, non obligatoire. Voilà. On va supprimer du coup les différentes variables qu'on avait créées avant, c'est pas un souci, hein, comme je vous le disais, on versionne, donc on n'a pas peur de faire évoluer les processus, étant donné que le système de versionning est tout à fait capable de revenir à la version 1 si on s'est trompé au niveau de la version 2, etc. En fait, vous voyez, j'ai créé en fait mon tableau, et donc on retrouve ici en fait voilà mon tableau sous forme de tableau du coup, où on va pouvoir envoyer les différents documents. Donc dans la validation du document, maintenant en fait ce qu'il est nécessaire de faire, c'est de mettre la liste des documents et on va retirer les éléments qui ne sont plus utilisés. Donc vous voyez, en fait c'est très simple, hein, une fois de plus. On fait, alors, on n'est pas fan du principe de zéro code, on va être fait du low code, c'est-à-dire que on a très peu de moments où il est nécessaire de faire du code dans Interop. Les quelques fois où il faut le faire, c'est quand on veut faire des choses très poussées. Là, pour l'instant, en fait, vous voyez, tout se fait à base de clics, et je peux en fait faire évoluer mes processus en utilisant ce genre de manipulation. Donc là, en fait, j'ai remplacé l'unique document par la variable, et pour finir, du coup, je vais, donc vous voyez là, les différentes variables ont disparu, hein, donc on n'a plus qu'à les effacer de la prévisualisation, et je mets ma liste de documents. Ok. Tout simplement, là, je vais pouvoir à nouveau faire évoluer le processus. Donc, je suis passé en version 2. Dans le processus, donc je me rends à nouveau dans InterOpLay. Au niveau du processus, vous voyez que là, maintenant, en fait, je me retrouve avec un tableau sur lequel je vais pouvoir ajouter un certain nombre de valeurs. Donc, mon premier doc, voilà, je vais choisir le fichier. Donc je vais envoyer la plaquette Interop et la gestion du SMQ, mais je vais aussi envoyer un autre fichier parce que je vais en faire valider plusieurs. Donc mon second doc, je vais aussi envoyer la plaquette de la société Interop et mon troisième doc. Et là je vais envoyer la plaquette de la solution Interop. Ça fait deux fois. Ah non, c'est la société et la solution. Voilà, donc je peux même prévisualiser, hein, pour que j'ai bien fait les choses. Une fois que j'ai envoyé un document, je peux cliquer pour avoir un aperçu du document, pour être sûr que j'ai bien envoyé le bon document. Voilà. Donc là, j'ai finalisé, je démarre le processus. Et si je me connecte en tant que chef, excusez-moi, là j'ai cliqué au mauvais endroit. Je me suis rendu vers Editor Design, je clique trop vite. Et donc là, je vais me connecter en tant que chef. Et vous allez voir que dans la validation du document, j'ai bien en fait ce tableau, mon premier doc, mon second doc, mon troisième doc. J'ai bien la plaquette, les différents éléments que je peux soit prévisualiser, soit télécharger, hein, bien entendu. Donc là, vous voyez, je prévisualise. Est-ce que, ok, bon, ben ça me va. Je peux aussi télécharger, hein, je peux tout à fait télécharger ici. Et là, je vais valider le document. Ou d'ailleurs, non, je vais le refuser. Trop de doc. Voilà. Trop de doc. Je finalise la tâche. Et donc, Aurélien va se retrouver avec une demande de modification du document. Donc, vous avez compris, hein, je pense que c'est pas nécessaire de refaire le tour qui consiste à montrer que il peut modifier, renvoyer, etc. Je vais juste vous montrer la tâche, donc modifier le document. Là, on retrouve exactement la même chose que ce qu'on avait au lancement. Et donc, je vais pouvoir, en fait, supprimer, par exemple, une ligne en disant, OK, il y a trop de docs, mais je supprime une ligne. Voilà. Tout simplement. Et je peux aussi, à tout moment, voir dans le suivi. Donc je peux cliquer ici pour dire, ok, mais en fait, où j'en suis dans le processus. Et vous voyez, tout à l'heure, autant toutes les cases étaient vertes parce que on avait fini le processus et qu'on était passé partout. Là, vous voyez que valider le document est bien vert parce que la tâche a été réalisée. Par contre, modifier le document est bleu parce que c'est une tâche en cours et donc elle est à réaliser. D'ailleurs, si je me rends dans le détail, on peut voir que là, en fait, modifier le document, c'est une tâche humaine en cours de réalisation. L'affectation est en fait à Aurélien Deboisse. Et en tant que contrôleur, là, je peux même en fait faire avancer à la place d'Aurélien Deboisse parce que j'ai des droits qui me permettent de le faire à la place de l'utilisateur.
Je vais faire une dernière évolution qui consiste à générer ce que l'on appelle une piste d'audit. C'est quelque chose qui est très utilisé chez la plupart de nos clients. C'est en fait un historique exporté en PDF du processus qui vient de se dérouler. Donc en fait, cet historique, alors vous allez voir là, on va faire un tout petit peu de code, rien de très méchant, on pourra vous l'expliquer si nécessaire. Dans l'envoi du mail, en fait, on va générer automatiquement un PDF avec l'historique du processus, c'est-à-dire qu'on pourra dire, en fait, il s'est passé ça là, il s'est passé ensuite ça ici, et ainsi de suite. Donc, là, en fait, dans la configuration, donc je vais configurer ici dans la pièce jointe, hein, je suis dans le champ pièce jointe, je fais configurer, donc je vais utiliser ce que l'on appelle un script Joule. C'est un langage qu'on utilise dans Ethereum pour générer du low code, un petit peu de code. Donc là, en fait, je vais accéder à un certain nombre de fonctions. En faisant le clic droit, en fait, j'ai accès à ces fonctions. Donc, il n'est pas nécessaire de retenir par cœur les fonctions disponibles. Je vais en fait pouvoir utiliser mon clic droit pour utiliser les différentes fonctions. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais utiliser une fonction qui consiste à générer un PDF. Donc, vous voyez, créer un PDF depuis un HTML. Donc je vais cliquer là-dessus et ça me met automatiquement le script. Donc là, on a une documentation bien entendu hein, sur Ethereum. Moi je sais qu'ici, là où il y a marqué MyFile, ce sera le nom du document. Donc ça, on va l'appeler piste d'audit. Là en fait, on me demande le HTML que l'on souhaite générer. Donc ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer automatiquement la piste d'audit. Donc là, vous voyez, j'ai historique, créer un rapport d'activité HTML. Le rapport d'activité HTML consiste à dire je veux l'intégralité des activités qui se sont déroulées dans Ethereum. Et vous voyez là ça m'a mis automatiquement. Donc je vais mettre est-ce que j'affiche les variables? Donc oui. Est-ce que je fais du HTML? Oui. Et enfin, est-ce que je génère une erreur si j'ai un problème? Là on va mettre non, parce qu'on n'est pas en production, donc on veut que ça avance quoi qu'il arrive. Et voilà, j'ai fini mon script. Donc, vous voyez, le code, là on a fait quelque chose de très complexe en termes de code, c'est pas non plus la mer à boire. Pour finir, vous vous souvenez tout à l'heure, j'ai mis le libellé du document qui maintenant n'existe plus, donc je vais le retirer du sujet du mail, et je vais même juste mettre le numéro de la demande. Là, j'ai fini de faire ma troisième version du processus, je vais pouvoir à nouveau déployer. Et ce qui est intéressant de bien comprendre là, c'est que si je me rends à nouveau dans Ethereum Play, j'ai une validation de document qui est dans sa version 2, et donc vous voyez que j'ai toujours à modifier le document, et ce processus-là, ce numéro, donc la validation numéro 2, elle est bien sur la version 2 du processus, mais là je vais lancer la version 3, et les deux peuvent tout à fait cohabiter, c'est pas un souci, on gère tout à fait le multiversionning. Donc mon ultime doc, voilà, donc là je vais envoyer le fichier en validation. Donc là, en fait, on va très rapidement valider. Hein. L'idée étant de vous montrer le principe de piste d'audit. Donc je me suis encore trompé de clic, j'en suis désolé. Je clique trop vite, hein, on me fait des signes pour me dire que je vais trop vite. J'en suis désolé, mais l'idée c'est qu'on puisse vite arriver au OK pour que vous puissiez poser vos questions. Parce que pour l'instant, on est dans du monologue. Donc là, le chef va valider le document. Oui. Voilà. Va envoyer son mail en le configurant. Donc le corps du mail, super boulot. OK. Et enfin, va finaliser la tâche. Et donc là, si je me rends dans mes emails, j'ai bien reçu donc un nouveau mail. Vous voyez, demande numéro 3, validation. Je vois qu'il y a marqué super boulot, donc ça c'est le cœur du mail. Et j'ai bien la piste d'audit qui a été générée. Et cette piste d'audit, vous voyez, alors là, on n'a pas fait de joli format, hein, donc on se retrouve avec une piste d'audit un peu brute. Mais vous voyez qu'on a l'ensemble des tâches qui sont passées. Le démarrage du processus fait par Aurélien à 11h05, la validation du document faite par le chef à 11h06, où il a mis oui, et la préparation du mail, où il a mis super boulot à 11h06. Voilà. Donc on a les informations. Là, on est sur un processus extrêmement simple, hein, mais quand on a des processus d'une cinquantaine de tâches, où on a vraiment des besoins en qualité d'avoir suivi ce qui s'est passé dans le processus, on peut utiliser cette piste d'audit, qui est en fait une traçabilité pure et dure du processus. Donc on va se rendre dans le suivi pour voir un peu ce qui s'est passé et pour charger les différentes données. Donc là, si je vais dans le suivi, si je charge tous les processus de validation de documents, là, je vois que
le processus numéro 1 est terminé, le numéro 2 est en cours et le numéro 3 est terminé. Je peux tout à fait en fait charger les différentes informations, quels ont été les corps de mail, quelles ont été les validations, donc oui, non, oui, voilà, on voit si ça a été validé ou pas, la liste des documents, voilà, donc là c'est des choses qui sont un peu moins belles parce que c'est une liste un peu touchy, les durées de tâches et ainsi de suite. Donc vous voyez, en fait, on a la possibilité d'avoir un certain nombre d'informations et quelque chose de très important, il est tout à fait possible d'utiliser le bouton export qui va exporter sous Excel les différentes informations qui sont actuellement affichées. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe aux questions. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Donc je vois déjà qu'on en a déjà quelques-unes. On nous demande s'il est possible, alors je ne sais pas si on a publié la question, je vais le faire, voilà, on nous demande s'il est d'effectuer une signature numérique du document durant le flux de validation. Oui, alors une signature numérique, ça dépend ce que l'on va appeler signature numérique. Ce que l'on fait chez nos clients, c'est qu'on a une fonction qui consiste à générer un hash, désolé pour les termes techniques, donc le hash document, qui va être envoyé par mail avec le document. De cette manière, en fait, on a une sorte de signature numérique. En tout cas, on assure que le document ne pourra pas être validé par la suite. J'espère que ça répond à votre question. On nous demande aussi si tout le monde a accès au suivi. Donc non, tout le monde n'a pas accès au suivi. On a une gestion des droits qui est très fine dans Interop. Il est possible d'activer l'accès au suivi pour seulement les processus qui ont été lancés par l'utilisateur, ou pour tous les processus, toutes les instances d'un processus, où on a même un principe de suivi dynamique, c'est-à-dire qu'on peut dire, typiquement sur une demande de congé, la personne qui a accès au suivi, c'est seulement le chef de celui qui a fait la demande de congé. Donc on a une gestion des accès du suivi qui est très très fine. Il faudrait... en gros, ça prend entre 2 heures et 3 heures en formation à expliquer toutes les possibilités d'accès au suivi. Donc, je vous invite à revenir vers nous si vous voulez vraiment une liste exhaustive de ces différents accès. Alors oui, on m'a précisé la question donc concernant la signature numérique du document, donc par une autorité reconnue type DocuSign. Alors oui, c'est tout à fait possible. On est connecté. Alors je ne veux pas vous dire de bêtises, mais chez l'un de nos clients, on est connecté. Je crois que c'est à YouSign, mais je suis pas certain, via leur API. Donc on sait signer des documents. Nous, on n'a pas le système qui permet de signer les documents en interne à Interop, mais par contre, on est connecté à des API. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé des connecteurs, mais en web service, on se connecte à un certain nombre d'applications, du Google Drive, du Google Agenda, du Dropbox, et aussi YouSign. Donc DocuSign, je ne crois pas, mais je sais que c'est faisable. Et donc, on peut tout à fait, oui, en effet, signer numériquement les documents. De rien. Alors, on nous demande si on peut paramétrer des indicateurs de suivi ou de performance du processus. Alors oui, là ça a été l'objet d'ailleurs d'un webinar qui, je crois, est public, hein, donc je vous invite à aller le voir. C'est pas que je veuille pas répondre, c'est que c'est vraiment tout un module entier dans Interop, les indicateurs de performance. Je vais essayer de vous montrer un indicateur de performance en espérant que sur l'instance que l'on utilise de démo, on ait activé les indicateurs de performance. Je vais vérifier ça. Donc c'est bon, on a activé les indicateurs de performance. Donc vous voyez, en fait, sur le processus de validation de documents, on va faire un indicateur extrêmement simple qui va être la durée moyenne du processus. Alors je suis désolé, hein, c'est pas forcément l'indicateur le plus simple, enfin le plus parlant qui soit. Temps d'exécution des processus. Alors on va pouvoir dire, je veux mon temps d'exécution. Donc là, vu qu'on a fait sur le temps d'une démo, c'est-à-dire une demi-heure, on va pas avoir des choses qui vont s'afficher, qui vont être magnifiques. Par contre, on va agréger les données. Et du coup, là, typiquement, on va voir, alors on est en jour, donc 0 jour. Donc on va aller dans la configuration un peu plus poussée pour vous montrer ce qu'il est possible de faire. Donc on va aller voir le temps, durée moyenne du processus, et là on va l'afficher en secondes, parce que vu qu'on va un peu vite, sinon ça va pas être très parlant. Donc durée moyenne des processus, et là on va mettre l'unité temporelle.
Donc voilà, en moyenne, on était à 70,87 secondes sur les processus qui ont été réalisés. Alors c'est un exemple d'indicateur, il y en a énormément. On peut avoir le temps de réalisation de certaines tâches ou d'un ensemble de tâches en fonction des acteurs. On peut avoir la durée de réalisation entre une tâche et une tâche qui se trouve plus tard. On a aussi la moyenne des valeurs qui ont été renseignées dans un champ. On peut avoir le taux de répartition dans une liste de valeurs. C'est vraiment assez infini ce qu'il est possible de faire au niveau des indicateurs. Je vais juste vous montrer rapidement sur notre instance de démonstration sur lequel on a des indicateurs. Alors, je suis pas certain que je vais arriver à vous montrer quelque chose de très parlant rapidement. J'espère que ça va être le cas. C'est juste pour vous montrer un peu ce qu'il est possible de faire. Hein. Donc, si je me rends dans le tableau de bord, donc, quand on définit un indicateur, on le définit dans Indicator Design, et ensuite chaque utilisateur va pouvoir en fait se créer son tableau. Voilà, là on a typiquement un exemple d'indicateur. On va avoir des chiffres d'affaires, donc ça c'est de la somme d'une variable dans le processus, de la répartition, ça en fait ça consiste à discriminer des éléments d'une liste. On va avoir le monitoring des ventes, donc là on va pouvoir le répartir sur les différentes dates à laquelle ça a été réalisé. Donc vous voyez, on se crée des indicateurs, puis on crée des tableaux de bord qui font appel à ces indicateurs. Ça c'est quelque chose d'extrêmement poussé dans Iterop. J'espère avoir répondu à votre question. Je vois qu'on nous demande si les formulaires peuvent être envoyés par mail répondre sans slogan Iterop. Oui, c'est tout à fait possible. C'est ce qu'on appelle des tâches externes. Donc dans Iterop, on a un principe en fait où on va pouvoir, pour éviter d'avoir à former, même si c'est pas très compliqué à utiliser Iterop, mais pour éviter d'avoir à former des utilisateurs à Iterop, on va utiliser un principe de tâche externe dans lequel en fait on va dire ce mail étant, enfin cette tâche est envoyée par mail avec un lien unique, une URL, et la personne va cliquer dessus, renseigner le formulaire, finaliser la tâche, et c'est tout. C'est-à-dire qu'elle n'aura plus accès à Iterop. D'ailleurs, elle n'a pas accès à Iterop. Elle va juste en fait, avoir ce lien comme un peu de la manière d'un Doodle ou d'un Google Form où on va en fait avoir un lien généré qui est unique et qui ne sera utilisé que pour cette instance-là du processus. Alors, on nous demande, je ne connais pas le langage que vous avez utilisé lors de la dernière évolution du processus. Est-il possible d'être accompagné dessus ou y a-t-il une documentation de référence dessus? Alors oui, c'est un langage très peu utilisé qui pourtant est, enfin c'est pas un langage interne à Iterop, hein, c'est du Joule, mais c'est très peu utilisé. On accompagne nos clients sur l'utilisation de ce langage et en plus de ça, en fait, on a la documentation Iterop, donc qui est sur doc.iterop.com. Hein, vous pouvez d'ailleurs vous y rendre. Hein, il n'y a pas besoin d'être client pour se rendre sur la documentation. Et dans cette documentation, on documente, on va dire, 90% des scripts que l'on utilise en utilisant ce langage. En fait, ce que l'on fait, c'est qu'on a deux langages dans Iterop. On a le Joule qui permet de réaliser ce genre d'opération, en fait, qui utilise des données du processus pour les agréger, pour les retransformer, etc. Et on a aussi du JavaScript où là, en fait, on peut faire ce qu'on veut. Donc, j'imagine que vous connaissez un peu mieux JavaScript. C'est un langage un peu plus connu, en tout cas, où là, en fait, on va pouvoir faire des scripts qui vont consister à faire des calculs, à utiliser des listes de valeurs, à parser du JSON quand on a des retours de web service. Voilà, là, on rentre dans des choses un peu plus techniques, mais on peut tout à fait utiliser le JavaScript. Et donc, le JavaScript plus le Joule permet de faire à peu près tout ce qu'on veut. Comme je vous le disais, on n'est pas zéro code. Ce serait faux de vous dire qu'on est zéro code. Et d'ailleurs, quand on veut faire du complexe, il faut obligatoirement faire du code. On est low code, c'est-à-dire qu'on a quelques tâches de script par-ci par-là pour faire des choses qui sont relativement poussées. Mais on peut tout à fait, comme vous l'avez vu, faire des processus assez compliqués, assez complexes, sans faire aucune ligne de code. Donc pour l'instant, j'ai pas d'autres questions qui viennent dans le chat. N'hésitez surtout pas à poser des questions. Je pense vous avoir fait une démonstration, alors certes un peu rapide, d'où l'intérêt du replay, de ce qu'il était possible de faire sur un premier processus, vous voyez, en une demi-heure, 3/4 d'heure, ça fait à peine 3/4 d'heure. Voilà, je vous ai montré à peu près ce qu'il était possible de faire sur une première version. Alors on a une question qui est forcément très intéressante. Combien coûtent les licences? Donc je vous invite à vous rendre sur iterop.com. On a nos tarifs. Donc la licence est à l'utilisateur. L'utilisateur connecté à Iterop, ça commence on va dire le plus cher, c'est 30 € par utilisateur et par mois, et ensuite c'est dégressif. Nos tarifs sur internet vont jusqu'à 300 utilisateurs. Au-delà de 300 utilisateurs, je vous invite à joindre notre équipe commerciale pour discuter des conditions tarifaires. Il est nécessaire, quand on voit le prix à l'utilisateur, de calculer le retour sur investissement.
C'est toujours en fait en calculant le retour sur investissement qu'on voit si l'utilisateur vaut le coup ou non. Voilà. J'espère avoir répondu à la question sur les licences. Iterop est organisme de formation, donc ça veut dire que si vous devez être formé au BPM, au BPMN, à l'outil Iterop, il est tout à fait possible d'être formé et ça peut être pris en charge par les organismes collecteurs qui financent les formations. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors j'ai encore des questions, n'hésitez pas à continuer, hein, je suis tout à fait disponible. Donc une dernière question, j'ai une problématique métier qui me fait collaborer avec des personnes externes, est-il possible de leur faire utiliser votre solution tout de même? Oui, nous, il n'y a aucun souci. On travaille avec beaucoup de grandes entreprises qui travaillent avec des sous-traitants, qui travaillent avec des sociétés, des SS2I, des ESN, des sociétés de prestation de services. Nous, en fait, un utilisateur, c'est un utilisateur qui soit de votre entreprise ou qui soit pas de votre entreprise. Vous pouvez aussi tout à fait, on travaille avec un groupe dans l'agroalimentaire qui a des fournisseurs qui fait des appels d'offres et donc en fait qui dit j'ai besoin d'avoir de nouveaux travaux dans mon usine et ils envoient leur cahier des charges par des tâches externes. Donc là, en fait, les utilisateurs ne sont même pas connectés à Iterop. Les fournisseurs répondent par des tâches externes et ensuite ça revient dans le processus en interne à Iterop. Ça, c'est tout à fait possible. Donc votre problématique, donc Monsieur Lavigne, votre problématique métier qui vous fait collaborer avec des personnes externes, elle peut être traitée de deux manières différentes, soit avec des tâches externes si vraiment vous voulez pas qu'ils aient accès à Iterop, et puis entre nous, qu'ils ne payent pas de licence Iterop, parce que je comprends aussi que ça puisse être un problème, surtout s'ils sont toujours différents, ou bien tout simplement en souscrivant à des licences pour ces personnes, ramener au coût de la licence au final quelques prestataires externes, c'est pas ce qui va changer le coût de la solution. Et donc merci Emmanuel pour vos remerciements. Enfin, on a une question donc de Cédric Ria, pardon, pour d'avoir écorché votre nom. Proposez-vous des processus, modules, services déjà développés, customisés sur étagère, approche verticale métier, exemple processus QSE, processus achat indirect, etc. Alors, on en propose quelques-uns. Vous avez une bibliothèque de processus sur iterop.com sur laquelle vous pouvez nous contacter pour avoir ces processus. Après, on sait aussi d'expérience qu'il n'existe pas de processus étagère. Ce serait un mensonge de vous dire que vous pouvez télécharger un processus et le déployer immédiatement. Chaque entreprise fonctionne différemment, donc on a des bases de processus qui permettent de faire de la POC, enfin de la preuve de concept, mais la plupart du temps, enfin même tout le temps, chez l'intégralité de nos clients, il a été nécessaire de faire évoluer nos processus de base pour répondre à vos problématiques. Et c'est aussi pour ça que l'on a apporté une solution type Iterop qui permet de faire évoluer les processus très facilement, souple, parce que chaque entreprise est différente et parce que un processus sur étagère, pour nous, ça n'existe pas. Après, il est aussi important de comprendre que ça ne veut pas dire qu'on souhaitera vous vendre de la prestation de service. Iterop est un éditeur logiciel, c'est pas une société de service, et donc on a des clients, et on pourra vous donner des références de clients qui sont tout à fait autonomes sur Iterop, qui ont pris des processus de base, qui les ont fait sans du tout faire appel à nos prestations. Donc vous pouvez partir de processus existants et les faire évoluer pour répondre à vos problématiques métiers. Et donc, Monsieur Martina, donc qui est un client à nous, confirme mes propos. Donc merci Emmanuel. Et c'est vrai, on a tous l'impression qu'on fait tous la même chose, mais on le fait tous un peu différemment. Et c'est très important pour nous et pour vous aussi de bien comprendre ça, parce que sinon, on va droit dans le mur si on s'imagine qu'on va pouvoir faire exactement la même chose que l'entreprise voisine. Et c'est souvent ce que font des solutions type ERP qui vous imposent les processus. Nous, on vient en fait un peu en opposition de ce principe en disant vous êtes unique, votre entreprise est unique. Donc oui, on a tous à peu près les mêmes processus. On a des processus achat, on a des processus de demande de congé, on a des processus de télétravail, on a des processus de métier, mais chacun, on a des petites spécificités qui font que si vous prenez une solution clé en main, étagère, vous êtes obligé de tordre votre entreprise pour correspondre à ce qu'on vous impose, alors que nous, en fait, ce qu'on propose, c'est de tordre Iterop pour correspondre à votre entreprise.